Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Donc cette semaine, j'ai le plaisir d'être avec Claude Olivier, que les auditeurs connaissent bien, puisque ce n'est pas la première émission que nous faisons ensemble. Et cette semaine, c'est pour nous présenter et parler autour d'un récit qui se lit comme un roman, qui s'appelle Dolorès, qui est édité chez Les Presses du Midi. Bonjour Claude Olivier. Bonjour. Alors, hier, on a présenté un petit peu la genèse de ce roman et comment vous en étiez arrivé à... Alors, je ne peux pas l'appeler un roman puisque c'est un récit. Un récit. Voilà, un récit. Comment vous en étiez arrivé à écrire cette histoire extraordinaire de cette Dolorès. Mais votre livre, c'est aussi l'histoire d'une famille. C'est pas que l'histoire de Dolorès. C'est aussi, vous êtes remonté au tout début. Enfin, il y a 3 générations dans ce livre, ou même 4, puisqu'il y a les grands-parents de Dolorès, et puis il y a aussi ses enfants un petit peu à la fin. Absolument. Oui. Et vous avez commencé par ses grands-parents, et donc la période une période quand même traumatisante pour l'Espagne, qui est la guerre civile, quoi. Oui. Parce que pour vous, il y avait on pouvait mieux comprendre l'histoire de cette famille si on remontait jusque-là, ce dévouement, Je pense, oui. Alors, effectivement, vous posez bien la question, c'est-à-dire que le livre s'appelle Dolorès, et c'est l'histoire de Dolorès, de cet enfant. On reviendra sur les détails. Mais j'aurais pu l'appeler Antonia, c'est-à-dire le nom de la maman de Dolorès, qui, elle, a aussi un parcours de vie absolument inimaginable, absolument incroyable. Quand on pense qu'elle va commencer à travailler à 7 ans, qu'elle va être mise dans une propriété pour aider une dame, une veuve, à tenir la ferme. C'est absolument incroyable. Donc ça, je ne pouvais pas non plus l'éliminer. Et pour bien comprendre Dolorès, il fallait aussi bien comprendre Antonia. Et pour bien comprendre Antonia, il fallait aussi comprendre d'où elle venait, et donc effectivement remonter à la source, disons à la première première génération. Et donc on se retrouve à Puerto Llano, qui est une petite commune de la Mancha à l'époque, qui est devenue depuis d'ailleurs une ville importante, Puerto Llano, avec beaucoup d'industries pétrochimiques. Mais à l'époque, Puerto Llano, c'était surtout des mines de charbon. C'était surtout une ville de la Mancha rude. La Mancha est rude, mais la vie est rude aussi. Et puis la mine, c'est quand même pas... Et en plus, la mine. Donc, qui avait grignoté un petit peu, d'ailleurs vous l'expliquez, alors ça c'est la patte Claude Olivier, ces petites pastilles là, homéopathiques que vous nous mettez dans tous vos livres, où vous expliquez à l'occasion en nous parlant des familles, vous expliquez un petit peu le contexte économique, historique. C'est vrai, quand vous dites que c'est un paysage rude, vous expliquez que la mine a mangé l'agriculture un petit peu, quoi, grignoté. Oui, parce qu'il y avait les grands-parents, il y a les arrière-grands-parents, alors là on remonte aux arrière-grands-parents, ils étaient assez riches, ils avaient une belle ferme, c'était des gens dans le pays qui étaient reconnus, c'était presque des nantis, si vous voulez. Et ils faisaient partie du haut de la société. Donc ils étaient avec leur ferme, et puis au fur et à mesure que se sont accumulés tous les problèmes et tous les soucis consécutifs à la guerre d'Espagne, à cette terrible guerre, la propriété a disparu et elle a été mangée par les mines. Et donc il faut remonter effectivement à cette période d'Antonia enfant, avant d'arriver à Dolorès, bien sûr, mais je raconte déjà la vie d'Antonia dans ce pays de Puerto Llano,
avec un père qui est Manolo, qui est mineur, qui est à la mine. Et, qui a une préférence pour son Antonia. Pour sa petite Antonia, absolument, tout à fait. Et qui va d'ailleurs l'emmener visiter la mine. Enfin, je raconte, le livre démarre comme ça, quoi, où il est en train de découvrir le travail de son père. Et puis après, on voit comment cette gamine, parce que la famille, elle, de la mine, avec la mine, vit pauvrement. Autant les parents, les ascendants avaient une très belle vie, autant eux ont du mal au quotidien. Oui, puis comme vous expliquez, c'est vrai que les revenus de la mine, alors il n'y a que le père qui travaille. Oui. La mère est au foyer, c'est aussi le contexte de l'époque. Oui. Des enfants qui se succèdent tous les 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et il faut nourrir cette famille, quoi. Hein. Voilà. Et donc, on voit déjà que les conditions sont compliquées. Et Antonia va rester dans cette famille jusqu'à 7 ans. Et c'est là que la maman va l'emmener après, c'est ce que je vous disais au début, va l'emmener à 7-8 ans, va lui faire comprendre que bon, elle ne peut pas rester parce qu'il y a trop d'enfants, il faut nourrir tous les enfants, donc il faut qu'elle commence à travailler. Au grand désespoir de son papa. Au grand désespoir de son papa, et donc elle va partir travailler. Et puis, alors c'est dans un contexte de guerre civile où le grand-père a été arrêté pendant la guerre d'Espagne, à l'issue de la guerre d'Espagne, à la fin de la guerre d'Espagne, parce qu'il hébergeait 2 prêtres qui étaient franquistes, et eux, les républicains, l'ont appris, et puis le grand-père est mort en prison. Sur une dénonciation. Sur une dénonciation, et c'est là effectivement que ils ont perdu leur ferme, qu'ils ont tout perdu. Et qui sont devenus pauvres. Donc il y a eu le grand-père qui a été arrêté parce que lui était franquiste, alors que l'oncle, lui, était républicain, et qu'il a dû lui aussi fuir l'Espagne et venir justement dans le pays de Garéoul, parce que au moment où Franco est arrivé au pouvoir, et que ça a été la chasse aux républicains. Ça a été la chasse aux républicains, et il a dû s'enfuir. Donc cette famille, elle était complètement tiraillée déjà. C'est ça qui est important aussi de revoir dans ce contexte-là, si vous voulez, où cet enfant, elle a vu et son grand-père qui est mort en prison parce que les républicains l'ont enfermé. Et alors, elle ne sait pas dans quelles conditions il est mort, parce qu'ils ont dit qu'il était mort comme ça, enfermé. Qu'il l'avait trouvé mort. Qu'il l'avait trouvé mort. Bon, beaucoup de points de suspension. Et puis l'oncle, lui, qui était parti, bon, et qui l'a retrouvé après d'ailleurs, parce que c'est lui qui les a fait venir en France. C'est lui qui les a fait revenir. Et donc Antonia, on commence à vivre, à découvrir cette femme qui va se battre après pour sauver son enfant Dolores. Et qui va avoir déjà une enfance elle-même très difficile, puisqu'elle va passer de foyer en foyer, de ménage en ménage, pour effectivement faire du ménage, pour travailler à la ferme, pour apporter, et essayer de s'en sortir comme ça, jusqu'à son mariage, où elle aura la petite Dolores. Elle est apparemment, c'est ce qu'elle a dû vous... C'est ce qui transpire dans votre livre. Elle a eu la chance de tomber toujours sur des familles bienveillantes, quoi, qui ne l'ont pas exploitée. Non, alors c'est une précision très importante, effectivement. Parce que on aurait pu penser aussi qu'elle était exploitée au sens déshumanisant du terme. Et non, c'était pas le cas. À chaque fois, sa première patronne, si je puis dire, vous vous rendez compte, elle dormait au pied de son lit. Elle l'a vu mourir, mais quand elle en parle toujours avec beaucoup d'admiration. Sa deuxième patronne, qui était pharmacienne, qui lui a donné d'ailleurs un grand coup de main, qui l'a beaucoup aidé après quand il a fallu qu'elle monte à Madrid pour sauver son enfant Dolores, et qu'elle a retrouvé. C'est pareil, c'est une femme qui
qui était très, très, très humaine, qui l'avait prise sous sa protection. Donc elle a eu au moins cette chance-là. Je dirais qu'elle a eu au moins cette chance-là, qui lui a permis de traverser toutes les embûches qui se dressaient devant elle au fur et à mesure qu'elle avançait, quoi. Oui, puis peut-être aussi, c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer sur sa route comme ça des gens humains, prêts à vous aider, quand on connaît le parcours qu'elle a eu après, on peut aussi comprendre pourquoi elle a eu un tel dévouement. Finalement, cette femme, elle a été aimée depuis qu'elle était petite, même si les conditions économiques de ses parents étaient la pauvreté. Très aimée par son père. Donc une femme qui a quand même été entourée d'amour tout au long de sa jeunesse et de sa vie de jeune fille, finalement. Oui. Et y compris avec sa grande sœur, qui l'a aussi bien soutenue quand elle a perdu sa première patronne, qui est décédée. C'est sa grande sœur qui travaillait chez la pharmacienne qui lui a dit viens travailler avec moi, viens avec moi. Il y a un bébé, il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu t'en occupes. Donc c'est comme ça que Donc elle a eu cette chance effectivement de pouvoir s'accrocher ou de se raccrocher à des bras qui se tendaient vers elle. Oui. Ce qui peut expliquer le dévouement extrême qu'elle a pu avoir après, quoi. Oui, à la fois le dévouement et puis ce courage extraordinaire, quoi. Qui l'a nourri. Ah oui, absolument, oui. Oui. Donc, effectivement, Antonia, puisque là on en est encore à Antonia. Oui. Antonia, va réussir à mener sa vie. Voilà, alors elle a 7 ans, elle passe de patron en patron, et puis elle revient à Puerto Llano, elle garde toujours des enfants, elle fait toujours des petits boulots par-ci par-là, et vers 17-18 ans, elle va connaître... elle va rencontrer celui qui deviendra son mari, son époux. Voilà, Primitivo, qui va devenir son époux, qui lui travaille aussi à la mine d'ailleurs. Et donc, elle va se marier avec Primitivo, et a priori, tout s'annonce très bien. C'est fabuleux. Ils vivent, comme les parents, ils vivent très modestement. Ils ont même construit une maison à côté de l'ancienne ferme des grands-parents. C'est Primitivo qui a construit la maison, et puis ils vont, ça va être la vie, je dirais, tout à fait normale et classique pour l'époque. Encore que Primitivo, lui, qui travaille à la mine, va avoir quelques soucis, puisque au fur et à mesure qu'on avance dans les années, notamment à partir vers les années 55-60, la mine va se fermer, et donc Primitivo va être obligé de partir travailler en Allemagne, et au fur et à mesure c'est la pétrochimie qui remplace la mine. Et donc au moment où elle va avoir son enfant, sa fille Dolores, lui, Primitivo, est obligé de partir travailler dans les mines en Allemagne. Donc en sachant que Dolores, c'est le troisième enfant. Oui. Elle a 2 filles avant, donc elle est seule à élever ses filles, même s'il y a ses parents ou sa mère qui est là. Oui. Ses parents sont là, mais elle se retrouve quand même seule à être avec 3 enfants en bas âge. Oui. Pendant que son mari, quand même. L'Allemagne, dans les années 50, ce serait aujourd'hui un coup d'avion, un coup de train, on peut être là, mais c'est quand même les années 50, quoi. Oui. Elle a déjà ce courage, comme peut-être beaucoup de mamans à l'époque, parce que j'imagine que c'est une histoire qui n'est pas, jusque-là, qui n'est pas, comme vous disiez, qui est très ordinaire. C'est après que ça va se corser. Voilà. Et mais donc, ça, on va peut-être le garder pour demain. Tout à fait. on va faire durer le suspense pour les auditeurs qui n'ont pas lu ce livre. Et d'ailleurs, il faudra aussi présenter ce livre avec sa couverture, parce que c'est vraiment une histoire de famille. Donc, on en reste là pour aujourd'hui. On va laisser place à un peu de lecture, et puis on se retrouve demain pour enfin dévoiler
ce qui a fait donner naissance à ce livre. Claude Olivier, Dolorès. Tout est nouveau, tout est grand, tout est excitant pour Antonia qui prend le train pour la première fois. Dans sa valise, elle a enfourné quelques vêtements et enregistré dans sa tête les recommandations de sa mère. Jusqu'au coup de sifflet et avant la fermeture de la lourde portière de la voiture de tête, elle n'a cessé de lui conseiller de se méfier des garçons de la capitale qui ont la réputation d'abuser des filles naïves qui débarquent du campo. Antonia ne se sent pas concernée. Elle aime et elle est aimée d'un jeune homme qu'elle souhaite ne pas perdre de vue malgré l'éloignement. Durant le voyage, elle ne pense qu'à Primitivo et s'interroge sur la nouvelle vie qui l'attend dans une ville de plus d'1,5 million d'habitants. Avant le terminus, en gare d'Atocha, Antonia remarque à travers la fenêtre les chabolas, des baraques construites sans permis pour faire face à la pénurie de logements en périphérie. Le voyageur qui partage sa banquette explique que ces taudis hébergent dans des conditions précaires les populations qui remontent des régions. Pour lui, l'exode rural est notamment la conséquence de la politique du général Franco. L'homme se lance alors dans une grande démonstration. Les paysans sont condamnés à la misère s'ils ne partent pas de chez eux. Le développement de la mécanisation vole le métier des laboureurs et il devient urgent pour eux et le pays de se reconvertir. Nous avons beaucoup de mal à nous remettre de la guerre civile qui a déchiré notre tissu industriel et qu'il est urgent de reconstruire. Antonia opine sans bien tout comprendre. Sont-ils tous comme ce monsieur, les madrilènes ? Lui poursuit comme s'il ressentait un besoin fou de libérer sa parole ou comme s'il répétait un discours. Le voilà qui remet maintenant en cause les avantages de la stratégie économique protectionniste du caudillo. Heureusement, ils sont seuls sur cette banquette. Un gros livre dans les mains, le passager d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume sombre, ressemble à un érudit, probablement à un professeur, qu'Antonia n'a pas l'habitude de fréquenter. Ses jolies phrases et son savoir l'impressionnent. « Vous avez cette chance d'être jeune. L'avenir vous appartient. J'espère que vous saurez vous en saisir et le rendre fécond. Puissiez-vous connaître le bonheur qui nous fut interdit. Après avoir tant souffert, notre pays est en train de changer. Comme tous les pays du monde qui mettront encore beaucoup de temps à se relever du dernier conflit international. Mais soyez confiantes. Les techniques nouvelles nous réservent d'autres grandes et belles surprises. » Montrant les taudis alignés à l'horizon, il ajoute « Notre société devra encore supporter de lourds sacrifices. Et vous constaterez d'ici peu que le manœuvre supplantera le labrador, le travailleur de la terre. » Antonia écoute toujours avec respect sans bien assimiler les propos de cet intellectuel. La seule chose qui la rassure, c'est qu'elle est attendue à l'arrivée et qu'elle est certaine de ne pas vivre dans une chabola. Doña Elena de Lorsa, accompagnée de 2 de ses enfants, se trouve sur le quai. Le père d'Antonia a prévenu que sa fille porterait un manteau vert. Le rendez-vous est tenu comme convenu. Antonia se présente. Doña Elena de Lorsa lui adresse de gentils mots d'accueil, se dit ravie de sa présence. Elle compte sur elle pour l'aider dans ses lourdes tâches ménagères. Antonia est confiante. Au premier abord, cette femme sympathique et affable ressemble bien à celle que son père avait décrite. Grande, élancée, élégante, elle en impose. Mais l'attention de la jeune voyageuse est d'abord attirée par cette foule grouillante, bruyante qui se bouscule sans ménagement dans le grand hall. Antonia repense à l'anonymat des peones dont lui a parlé le voyageur. Doña Elena de Lorsa n'est pas rebutée par cette ambiance électrique. Elle y est habituée et se sent plus à l'aise dans cet univers tonitruant que dans la campagne silencieuse de Puerto Llano. D'un pas énergique, elle se fraye un passage en fendant les groupes compacts. Demande à Antonia et à ses enfants de ne pas la quitter d'une semelle. Elles rejoignent la bouche de métro, les taxis étant tous pris.
Après le train, le métro. Décidément, cette première journée est riche de découvertes pour Antonia. Elle perçoit déjà que son mode de vie va être bousculé. Et comprend, non sans un certain plaisir, qu'elle devra abandonner ses galoches pour des souliers de ville. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.